Le projet de légalisation de l'avortement en Argentine suscite l'indignation auprès de nombreux Argentins. Ils étaient donc des milliers à envahir les rues de Buenos Aires ce week-end pour dire non à ce qu'ils qualifient de crime. Je doute fort que la loi sera approuvée parce qu'en réalité, ce serait un outrage à notre Constitution et je sais que les sénateurs ne le permettront pas. L'Argentine défend la vie. Nous sommes ici pour demander aux sénateurs indécis de voter contre le projet de loi sur l'avortement. Nous croyons que c'est une question humanitaire au-delà de la religion. Je suis avocate. Légalement, je pense aussi que c'est terrible. Nous croyons que tout le monde a le droit de vivre et de ne pas être tué. Le projet de légalisation de l'avortement doit être examiné par le Sénat mercredi prochain. Il autorise l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et prévoit sa gratuité dans tous les centres de santé du pays. Les églises évangéliques ont occupé le devant de la scène dans ce mouvement, appelant à manifester dans le centre de la capitale sous le mot d'ordre « Sauvons les deux vies, celle de l'enfant à naître et celle de la mère ». 6 terroristes présumés et accusés d'avoir attenté à la vie du président vénézuélien ont été arrêtés. L'attentat est survenu dimanche lors d'une parade militaire. Alors que Nicolás Maduro faisait un discours, une explosion est entendue. Des gardes du corps se précipitent pour le protéger. L'attaque a été menée à l'aide de 2 drones, chacun chargé d'1 kilo de C4, un puissant explosif militaire capable de faire des dégâts dans un rayon d'environ 50 mètres. Quelques heures après l'incident, Nicolás Maduro fait une apparition à la télévision, affirmant avoir été la cible d'un assassinat et mettant en cause l'opposition vénézuélienne ainsi que son homologue colombien. Je n'ai aucun doute que tout pointe vers la droite, vers l'ultra-droite vénézuélienne, en alliance avec l'ultra-droite colombienne, et que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cette attaque. Une accusation que Juan Manuel Santos a tôt fait de réfuter, la qualifiant d'absurde. Des propos qui ne semblent pas apaiser la colère de Nicolás Maduro, bien décidé à riposter avec une poigne de fer à l'attentat. Il y a quelques heures, nous avons assisté à un fait répréhensible. Les ennemis de la République ont voulu s'en prendre à la vie de notre leader, mais ils ont lamentablement échoué. Le président Nicolás Maduro est sain et sauf. Ce fut un assassinat manqué, car le peuple est debout, uni derrière son chef. Les ennemis de la République, qu'ils se le tiennent pour dire. L'acte ne restera pas impuni. Les investigations sont en cours et bientôt les responsabilités seront situées. Quant à nous, nous rejetons cette barbarie qui constitue une tentative désespérée pour changer le gouvernement à travers des plans de déstabilisation. Nous soutenons de manière inconditionnelle et avec la plus grande loyauté notre commandant en chef, longue vie à lui. Dernière apparition publique de Juan Manuel Santos en tant que président de la Colombie. Pour son dernier discours, le président sortant met un accent particulier sur l'attentat dont a été victime son homologue vénézuélien et pour lequel il est tenu responsable par Nicolás Maduro. Une accusation dont il se défend farouchement. J'ai été accusé de choses mortelles et divines, d'être communiste, d'appartenir au FARC, d'avoir l'alias Santiago, d'être un infiltré de Castro-Chavismo. J'ai été accusé de tout ce que vous pouvez imaginer. Du côté vénézuélien, les autorités ont annoncé une riposte énergétique. Les militants du pouvoir en place manifestent en soutien au chef de l'État. Pour la petite histoire, 2 drones chargés chacun d'1 kilo de C4, un puissant explosif militaire, ont explosé à proximité de la tribune présidentielle lors d'une cérémonie militaire dans le centre de Caracas. Il y a 20 ans, le 7 août 1998, une énorme explosion dévaste l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques minutes plus tard par une autre déflagration à Dar es Salaam.
Au total, 224 personnes sont tuées et quelques 5000 blessés, essentiellement des Africains. J'ai entendu ce que je croyais être des coups de feu tirés sur l'ambassade, mais il s'est avéré plus tard que c'était des grenades et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'il s'agissait de gangsters qui voulaient voler l'ambassade, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il s'agissait en fait de terroristes planifiant un acte haineux et barbare de lâcheté. J'ai vu un homme courir de la scène de la fusillade vers la circulation dense et c'est à ce moment-là qu'une énorme explosion s'est déclenchée. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu la lumière du jour. Les dégâts ont été immenses. Le bâtiment qui se trouvait ici était complètement détruit. Je pense que c'était un bâtiment de 7 ou 8 étages et il a été réduit en poussière. Le carnage causé par 2 puissantes bombes placées dans des camions a marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale et modifié le rapport des gens à la sécurité personnelle. Avec ce drame, Oussama Ben Laden s'est fait connaître du monde entier. Et ce, 3 ans avant de concevoir les attentats les plus meurtriers de l'histoire le 11 septembre 2001 à New York et Washington qui ont fait près de 3000 morts. Nouveau rebondissement dans un vaste scandale de corruption en Argentine. Amado Boudou, vice-président argentin entre 2011 et 2015, et 5 autres personnes ont été condamnées dans une opération de reprise controversée d'une entreprise imprimant des billets de banque. À l'époque des faits, il était ministre de l'économie. Coupable de corruption et prise illégale d'intérêt. Immédiatement incarcéré, il a également été déclaré inéligible à vie. Amado Boudou, considéré comme l'auteur pénalement responsable des crimes de corruption passive et de négociation incompatibles avec sa fonction publique, est condamné à une peine maximale de 5 ans et 10 mois d'emprisonnement. Amado Boudou a été inculpé alors qu'il était encore vice-président de Cristina Kirchner, un poste qu'il a quitté en décembre 2015. Il a ensuite été placé en détention préventive en 2017. D'après le tribunal, alors qu'il était ministre de l'économie entre 2009 et 2011, Amado Boudou et plusieurs autres personnes ont lancé un plan de sauvetage d'une entreprise privée en faillite qui détenait pratiquement le monopole de l'impression des billets de banque et des documents officiels en Argentine. La tentative de rachat de l'entreprise a finalement échoué et l'État a nationalisé Sicone Calcographica. À la veille du 58e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara en a surpris plus d'un lors de son discours. Le chef d'État ivoirien annonçait l'amnistie pour environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Un geste fort salué par la communauté qui y voit un pas de géant vers la réconciliation nationale. Vous savez que la liberté n'a pas de prix, que le président ait décidé d'élargir par amnistie certains de nos compatriotes, dont des illustres, à savoir Mme Gbagbo et bien d'autres. Je crois que c'est une marque de réconciliation, c'est un signal fort pour la réconciliation nationale. Et ça a été une surprise générale et c'est le plus beau discours que le président a tenu depuis 1990. Tout est là-dedans, la paix, la consolidation, la libération des prisonniers politiques, ceux même auxquels on ne s'entendait pas. La réconciliation, elle était un peu suspendue, mais c'est la décision que devient le président. Il règle tous les problèmes, sauf ceux qui ne veulent pas bouger. Épouse influente de Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2010, la dame de fer ivoirienne aura passé 7 années derrière les barreaux. Elle a été arrêtée le 11 avril 2011 aux côtés de son mari, vaincue par les forces d'Alassane Ouattara et de la communauté internationale, au terme de plusieurs mois de crise après l'élection présidentielle aux résultats contestés d'octobre 2010. Arrestation de Tendai Biti, au responsable de l'opposition zimbabwéenne. L'opposant a été appréhendé à la frontière zambienne. Son arrestation survient au moment où son parti conteste les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président sortant Emmerson Mnangagwa.
Les mécanismes de lutte contre le piratage mis en place par l'Alliance MDC nous ont aidés à établir qu'il y a eu un vol et une fraude colossale. Le vol est grossier et pour cette raison et compte tenu du fait que les Zimbabwéens ont droit à des élections en bonne et due forme, les résultats annoncés par la commission électorale vont être contestés. Le document de contestation a déjà été préparé et il est là. L'ex-ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale entre 2009 et 2013 est recherché par la justice pour incitation à la violence. Tendai Biti avait annoncé avant l'annonce officielle des résultats par la commission électorale que Nelson Chamisa, le candidat de son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, avait remporté l'élection au-delà de tout doute raisonnable, tout en défiant la commission électorale d'annoncer un résultat différent. Et pourtant, la commission a donné Emerson Mnangagwa vainqueur du scrutin avec 50,8%. Après plusieurs heures de débats houleux, le Sénat a fini par se prononcer. Les chiffres ne laissent paraître aucun doute. 31 sénateurs ont voté en faveur de la légalisation de l'IVG, 38 contre et 2 se sont abstenus. Conclusion, les Argentins sont toujours privés du droit d'avorter. Hors du Sénat, la tension monte dans les rues de Buenos Aires à la tombée de la nouvelle. Des heurts éclatent entre manifestants pro-IVG et policiers. Des incidents isolés ont éclaté après l'annonce des résultats du vote. Une poignée de manifestants pro-IVG isolés ont incendié des palettes contre une des 2 rangées de grilles séparant les 2 camps et lancé des pierres sur les policiers anti-émeutes. Le débat parlementaire a duré plus de 17 heures. D'après les estimations, 500 000 avortements sont pratiqués chaque année en Argentine dans des cliniques privées ou dans des conditions d'hygiène très précaires selon la situation économique. Le projet de loi avait pourtant été approuvé à la Chambre des députés le 14 juin dernier. Il avait été adopté de justesse par 100 voix pour et 125 contre. Le rejet de ce texte met ainsi terme aux espoirs des organisations féministes. Andrés Manuel López Obrador est officiellement élu nouveau dirigeant du Mexique. Avec 30 110 327 voix recueillies, le candidat de gauche est élu à 53,20% des suffrages à l'élection présidentielle du 1er juillet dernier. El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Le candidat qui a obtenu la majorité des votes dans l'élection du président du Mexique, selon le décompte final de ce tribunal, est le citoyen Andrés Manuel López Obrador. Le citoyen Andrés Manuel López Obrador répond aux prérequis d'éligibilité des articles 82 et 83 de la Constitution fédérale et est ainsi nommé président élu du Mexique. de los Estados Unidos mexicanos. L'élection de López Obrador, 64 ans, marque une nouvelle ère au Mexique. Il sera le premier président depuis 1994 à bénéficier d'une majorité absolue dans les 2 chambres du Parlement. Le président élu prendra ses fonctions le 1er décembre prochain.